biko botabana biso soki mbona ebeti biso sae kaka na mboka. Bienvenue sur la chaîne la mieux documentée de la diaspora congolaise, intitulée Les réseaux de la diaspora. Et donc, tous les sujets y sont traités, des sujets d'ordre politique, scientifique, culturel, religieux, même politique, comme je viens de le souligner. Et les réseaux de la diaspora disposent de beaucoup d'émissions. L'une d'elles est intitulée Les coulisses de pouvoir. Dans les coulisses de pouvoir, nous comptons aujourd'hui décortiquer un sujet très pertinent avec notre confrère à ma droite que nous appelons Aimé Kabouya. Aimé Kabouya, activiste communautaire, mais surtout chevalier de la plume. Bonjour, Monsieur Kabouya. Bonjour, grand journaliste. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Avec lui, nous allons parler du bulletin de santé de la communauté, disons mieux, du bulletin de santé de la diaspora congolaise, ici au Canada et surtout à Toronto. Et donc, comme première question, il existe au Canada, Monsieur Aimé, beaucoup de structures communautaires sous forme de ONG, organisations non gouvernementales, qui sont là pour plusieurs raisons, surtout liées à leur bien-être social. Et donc, pour chaque peuple des immigrés ici au Canada, il y a une structure comme telle. Quel est le rôle que joue le gouvernement du Canada dans un tel domaine, Monsieur Aimé? Ben, avant tout, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je me sens vraiment honoré d'être votre invité pour discuter justement de ce sujet. Oui, au Canada, il existe énormément de structures communautaires qu'on appelle ONG, donc organisations sans but, à but non lucratif. Au Canada, comme ce n'est pas un secret pour beaucoup, du moins pour les personnes qui vivent ici au Canada, le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec les organisations à but non lucratif pour exécuter un certain nombre de programmes qu'ils ont initiés au travers de leurs projets de société pour les partis qui sont... De façon concrète, oui. Le gouvernement canadien travaille de quelle manière avec les différentes structures communautaires? Tout à fait, c'est-à-dire que le gouvernement du Canada finance et donne des orientations sur des politiques qu'il voit mettre en œuvre au travers des organisations communautaires. Mais à ne pas confondre, parce que le gouvernement lui-même a ses services. Par exemple, ici en Ontario, si vous avez besoin d'une carte de santé, d'un permis de conduire, peu importe, un service direct où le gouvernement doit intervenir, là, ces services existent. Mais il y a d'autres priorités, comme le bien-être des immigrants, par exemple, quand ils arrivent au Canada, pour répondre à leurs besoins quotidiens et réguliers. Le gouvernement initie un certain nombre d'initiatives qu'il remet sous la gestion des organisations communautaires. Il y a des organisations communautaires gouvernementales et des organisations communautaires non gouvernementales. Donc, dans les organisations communautaires non gouvernementales, vous retrouvez également ce qu'on appelle des structures communautaires de pays d'origine. Mais la particularité du Canada est que un groupe de personnes ou tout individu peut se donner la discrétion d'incorporer une organisation dans le but de poursuivre une mission spécifique. Oui, puisque le gouvernement du Canada arrive à financer toutes ces structures communautaires, est-ce dire que le gouvernement du Canada reste le seul responsable dans la mise en œuvre des actions de nature à contribuer au bien-être de la diaspora?
Disons que le gouvernement du Canada est le responsable par excellence du bien-être des ressortissants canadiens, c'est-à-dire des Canadiens de manière générale, la sécurité des Canadiens, la santé des Canadiens, ainsi de suite. Ça, c'est un rôle qui revient de nature au gouvernement du Canada. Mais par contre, le bien-être, et quand on parle du bien-être des peuples issus de la diaspora, c'est-à-dire d'immigration, là nous retrouvons des organisations non gouvernementales. Dans le cas d'espèce, je prendrai par exemple l'exemple d'une organisation bien connue à Toronto, comme le Centre francophone. Donc le Centre francophone est une organisation à but non lucratif, non gouvernementale, mais qui gère beaucoup de programmes du gouvernement, des ministères des Affaires civiques, des ministères de l'immigration, Patrimoine Canada. Le Centre francophone de Toronto, vous dites que c'est une organisation à but non lucratif, vous voulez dire? Voilà, donc une organisation communautaire, une organisation à but non lucratif, qui est gérée par un conseil d'administration et qui a un personnel qui est financé par le fonds que le gouvernement octroie pour exécuter justement un certain nombre de programmes prioritaires qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc c'est à un moment au niveau fédéral, tout comme il y a des programmes qui s'exécutent au niveau provincial et par moment municipal s'il y a lieu. C'est-à-dire que les différentes communautés qui existent, qu'elles soient congolaises, angolaises, espagnoles ou je ne sais quoi, sont financées par le gouvernement du Canada, comme vous l'avez dit. Disons qu'au Canada, vous avez les organisations à but non lucratif. Ça, c'est leur statut juridique. Vous savez, ce sont des organisations qui n'ont pas pour but de réaliser des revenus qui vont être redistribués et ainsi de suite aux actionnaires ou quoi que ce soit d'autre. Donc, les organisations comme par exemple les associations regroupant les ressortissants de pays d'origine sont reconnus dans leur mandat de mettre en œuvre des projets, des programmes pour remédier à la promotion des cultures des pays des ressortissants qui se regroupent au sein de ces structures. Et ces organisations également sont éligibles pour bénéficier de fonds du gouvernement devant répondre à un nombre de programmes qu'ils ont disponibles pour ces ressortissants. Je prends par exemple l'exemple de la communauté congolaise. Si le gouvernement établit un projet prioritaire pour répondre à un problème de santé, je prends l'exemple, on a eu l'Ebola par exemple au Congo, et il y a beaucoup de ressortissants congolais qui sont venus des régions où Ebola a fait l'objet. Ebola, donc une maladie qui était enregistrée dans Bandundu. Effectivement, Bandundu, province orientale aussi à un moment. À ce moment-là, le gouvernement du Canada, pour lutter contre l'expansion de la maladie au niveau du Canada, peut initier un programme auquel une organisation regroupant les peuples de la diaspora congolaise peuvent introduire une demande et répondre, ils doivent surtout répondre aux critères d'éligibilité que le gouvernement met en œuvre pour être en mesure d'exécuter justement ces programmes à tant que tel. Voilà qui est bien dit, M. Aimé Kabouya, mais une structure communautaire, autrement appelée ONG, quand est-ce qu'elle devient responsable auprès du gouvernement? Bon, une organisation à but non lucratif devient responsable ou redevable auprès du gouvernement quand il tisse justement ses alliances de travail. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes devenu éligible pour un programme du gouvernement, je prends un programme par exemple comme le mentorat. Vous mettez en place un programme de mentorat pour créer un leadership au niveau de la communauté. Si ce programme est financé essentiellement par le gouvernement, eh ben, le gouvernement vous donne une certaine ligne de conduite par rapport à l'exécution du programme à tant que tel. Il se réserve aussi la discrétion d'envoyer les représentants du gouvernement, des ministères, pour venir s'assurer que l'exécution du projet répond aux normes qui ont été signées dans l'entente qui est passée entre l'organisation et le ministère. Donc une fois que le projet, parce que les projets généralement s'exécutent dans le temps, une fois que le projet est exécuté, l'organisation bénéficiaire de la subvention a la discrétion de continuer à fonctionner de manière ordinaire, à avoir surtout, à veiller surtout sur sa crédibilité, parce que lorsque le gouvernement choisit de travailler avec un organisme, eh ben, cet organisme doit aussi avoir la crédibilité auprès des populations qu'il dessert. Monsieur Aimé Kabouya, l'actualité brûlante de l'heure aujourd'hui, c'est la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ça fait déjà c'est depuis longtemps que des milliers de personnes meurent, des centaines de milliers de femmes violées, des bébés, des filles et des vieillardes violés et puis même tués. Bien sûr. Bon, ici, le
l'accent devait être plus placé sur la guerre à l'est de la RDC pour voir de quelle manière faut-il sortir de cette crise-là. Et c'est ça l'objectif même du combat de tous les combattants de la diaspora et même de tous les résistants. Tout à fait. Alors, il semble que les Congolais de Toronto sont pour le moment représentés par un monstre à deux têtes. Vous me passez l'expression, ça ne m'engage que moi. Bien sûr, oui. Il y a deux communautés qui semblent gérer la vie des Congolais de Toronto. D'une part, il y a la cocotte, ça signifie communauté congolaise de Toronto, que dirige M. Frédéric Kabongo. Et de l'autre côté, il y a la CO, l'association de Congolais de l'Ontario. Voilà, oui. Donc vous avez maîtrisé ce genre de choses. Tout à fait. Donc les deux là sont en train de diriger aujourd'hui les Congolais de Toronto. Deux têtes au Congo, deux têtes ici. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aux Congolais pour montrer que ici le combat fait son bonhomme de chemin? Et quelle est votre opinion là-dessus, M. Aimé Kabouya? Je crois qu'on parle ici d'une similitude. Exactement. Une similitude, c'est comme ça que moi je vois. Enfin, moi je pense que les Congolais dans l'ensemble, parce que vous avez soulevé le problème de la guerre de l'Est, si je pourrais peut-être toucher un mot. Dans la diaspora, les Congolais, pour une fois, en tout cas moi je suis dans la diaspora depuis des longues années, c'est pour une première fois dans l'histoire du peuple de la diaspora que vous vivez cette monstruosité. Effectivement, ce phénomène où les Congolais de tout sexe, tout âge, autres, sont engagés dans la lutte pour l'instauration de la démocratie au niveau du Congo. Alors pour ce faire, je pense que les Congolais ont pris conscience, parce qu'ayant vécu longuement en Occident, beaucoup de Congolais qui ont étudié ici ont simplement compris que l'organisation d'un pays passe par un leadership responsable. C'est ainsi que la plupart des pays dits démocratiques, quand ils sont soumis au processus électoral, les candidats sont appelés à défendre leurs projets de société pouvant être mis en œuvre pour le bien-être justement de ces populations. Donc ces Congolais qui ont vécu longuement la diaspora ont simplement compris qu'ils sont issus d'un pays qui est très riche, mais un pays qui est dirigé par des personnes, par des leaders qui n'ont pas nécessairement une vision positive pour la mise en œuvre d'un programme pouvant développer ou bien relancer l'économie, ainsi de suite, au niveau du Congo. Par rapport au phénomène de l'Est, je voudrais peut-être revenir rapidement encore vers 1996, lorsque nous étions au niveau de la diaspora, ici au Canada particulièrement pour moi, lorsque nous avons vu AFDL progresser vers le Congo. Tous un peu naïfs des lacunes que nous avons à l'époque. Nous avions cru, bon voilà, un fils de pays vient avec... Il va libérer... Effectivement, nous débarrasser d'une dictature qui avait fait 32 ans de destruction massive, dans lequel on a retrouvé beaucoup d'acteurs politiques, dont certains continuent à œuvrer aujourd'hui, c'est le cas de le dire, que les Congolais doivent continuer à suivre de près pour s'assurer que leurs méfaits ne continuent pas à déranger le bien-être du Congo. Mais qu'à cela ne tienne, cette guerre s'est résolu à un règlement de compte du Rwanda, il faut le dire clairement. Le Rwanda avait des ambitions de démobiliser ou des agendas cachés. Des agendas cachés qu'il a présentés sous forme d'une menace qui représenterait les forces Hutu qui étaient basées à l'est du Congo. Bon, jusque-là, ça pouvait se comprendre, mais il en demeure pas moins que ce même Rwanda a procédé à un massacre systématique des populations vivant à l'est du Congo. Et il faut souligner aussi, ces massacres ont été perpétrés par l'armée rwandaise dirigée par M. Paul Kagame. Telle est la situation au niveau de l'est du Congo. Donc, après 97, ils ont été jusqu'à Kinshasa au mois de mai, ils ont pris le pouvoir. Étant au pouvoir, comme ils étaient majoritairement représentés dans le gouvernement, ils contrôlaient, ils tiraient les ficelles du pouvoir. Ils ont eu le temps de régler les préoccupations qu'ils avaient au niveau de la région de l'Est. Alors, malheureusement, très vite, ils ne se sont pas entendus avec Laurent Désiré Kabila et ils ont réellement montré leurs vraies couleurs. Nous avons compris à travers ça que les vraies couleurs et les motivations premières qu'ils avaient, c'était pas de se débarrasser des interamouins qui étaient dans la région de l'Est, c'était plutôt de contrôler carrément la région de l'Est qui est très riche en matières premières. Et déboucher même sur la balkanisation Déboucher effectivement sur la balkanisation qui est un processus. À l'époque, vous me permettrez que je puisse m'extendre sur cette question, ça me tient à
que... Merci. Donc, déjà, à l'époque, beaucoup de Congolais ont eu accès à un document qu'on a appelé le programme Imatuti. Donc, le programme Imatuti n'était autre qu'un programme que le Rwandais, les Tutsis rwandais, avaient mis en œuvre pour contrôler la région des Grands Lacs. Ça veut dire, pour eux, ils attendent diriger l'ensemble des pays se trouvant dans la région des Grands Lacs, à savoir la République démocratique du Congo, qui est le plus important pays, la République centrafricaine, l'Angola, la Zambie, ainsi de suite. Donc, gagner le Congo, pour eux, c'est une façon de préparer un terrain pour aller éventuellement déstabiliser les autres pays. Bref, pour revenir à la situation des viols, moi j'estime que si les Rwandais avaient des intérêts économique pour le Congo, ils pouvaient bien avoir accès aux matières premières sans pour autant procéder à des tueries massives comme on a vu. Aujourd'hui, les experts de l'ONU l'ont dit, les experts de Global Witness, qui sont toutes des organisations internationales qui font des investigations sur des tueries de peuples, le Haut Commissariat des réfugiés, l'ONU elle-même, tous ont témoigné clairement que le Rwanda procède à des tueries systématiques de peuples congolais. Ouais. Donc au fond, le Rwanda non seulement profite des ressources naturelles du Congo à l'est, du Congo à l'est, mais il profite de ça pour massacrer le peuple congolais et rester majoritairement représenté sur cette zone. Donc, pour revenir maintenant au niveau de la diaspora, moi je pense que la diaspora congolaise aujourd'hui, qui est identifiée dans le monde comme la diaspora la plus dynamique, devrait montrer son leadership. Comment est-ce que la diaspora congolaise devrait montrer son leadership? Eh bien, la diaspora congolaise aujourd'hui est constituée des avocats, des économistes, des lobbyistes, ainsi de suite. Donc nous avons suffisamment des intellectuels capables de s'organiser pour faire face à ces programmes, à ces problématiques que vit le Congo aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai vu par exemple à travers pas seulement le monde, je vais parler par exemple de l'association du Canada, les Congolais ici au niveau de Toronto ont créé ce qu'ils ont appelé, ou ils appellent, le mouvement citoyen congolais. Alors le mouvement citoyen congolais regroupe toutes les forces vives de la communauté congolaise représentée à Toronto. On parle là... C'est le mouvement qui existait avant ou qui existe maintenant? Donc ça c'est vraiment un mouvement, une plateforme qui est mise en place pour faire justement des revendications par rapport à la situation au Congo. Oui. Alors là-dedans nous avions les deux organisations auxquelles je reviendrai tout à l'heure, ACO et COCO, leurs représentants étaient dedans, les organisations comme Association des femmes congolaises canadiennes, Monica Bassambombo, ainsi de suite. Donc nous avons créé cette plateforme. Donc cette plateforme regroupait tous les Congolais de tous bords. Vous avez créé, vous étiez vous aussi parmi les créateurs je suis bénévole moi aussi dans cette structure. Okay. Donc avec cette structure que nous organisons des marches, ainsi de suite. Mais en dehors de cette structure, nous avons créé en collaboration avec les députés canadiens une organisation de lobby qui s'appelle the Canadian Friends of Congo. Donc the Canadian Friends of Congo, c'est une organisation de lobby du gouvernement qui est mise en place justement pour plaider au niveau du Parlement canadien et des institutions canadiennes sur le bien-être sur la promotion de la démocratie au niveau du Congo. Quand on parle de la promotion de la démocratie, on parle surtout de l'arrêt des combats et des guerres qui sont inutiles au Congo, qui ont déjà endeuillé beaucoup de Congolais. On parle de l'instauration des droits de la personne au niveau du Congo, ce qui est absent. On parle du respect de la démocratie. Dans le respect de la démocratie, on parle surtout du respect des choix du peuple congolais. C'est là que nous arrivons justement à la vérité des urnes. Donc les Congolais ont été appelés aux urnes le 28 novembre 2011. Toutes les organisations... Avant d'arriver à ces urnes ou à ces élections qui étaient organisées, on peut revenir à la question qui vous est posée. Bien entendu. Et donc votre opinion sur la monstruosité, sur la dualité, sur l'existence de deux structures, l'ACO et la COCOT. Justement. Les deux là. N'ont-elles pas, en tant que structure, n'ont-elles pas concernées par comment mettre fin à la guerre et comment arriver à libérer le pays? Alors, s'ils ont ces objectifs-là comme finalité, comment existait l'existence de deux structures? Qu'est-ce qui justifie justement
Je parlais de similitudes au début. En fait, je voulais justement faire ce parallélisme entre ce qui se passe au Congo. Donc, le 28 novembre 2011, les Congolais ont élu des leaders. Ils ont élu Etienne Tshisekedi, mais malheureusement, nous savons ce qui s'est arrivé. Ngoï Mulunda, président de la CENI, a préféré coopter un président qui n'a pas été élu, ainsi que des députés qui n'ont pas été élus. Maintenant, au niveau de la région de Toronto, grande région de Toronto, Toronto en particulier, en 2010, il existait, donc, avant 2010, il y avait beaucoup de structures dont association de Congolais, bon, je ne connaîtrai peut-être pas tous les noms, beaucoup de structures de Congolais. Ouais. Mais ces structures, chacun de son côté, se disait, travailler pour la communauté congolaise de Toronto. Alors les Congolais de Toronto, en 2010, ont dit, écoutez, nous voulons nous organiser, nous voulons nous structurer, nous voulons avoir une seule structure qui va parler au nom des Congolais. Ou quand on parle de nom des Congolais, on parle plutôt de la concertation des Congolais, pour répondre aux besoins culturels, aux défis d'intégration, aux problématiques que nous rencontrons dans la communauté, décrochage académique. Et donc ils en sont arrivés à cette structure dénommée comment? Disons, nous avons commencé justement les tractations. En 2009, nous avons eu vers le mois de septembre, la création de ACO, qui est Association des Congolais de l'Ontario, avec... Alliance ou association? Je crois Association des Congolais de l'Ontario, avec Dr Camille Lunga. Oui. Beaucoup de Congolais ont été surpris d'apprendre par les médias sociaux, que cette structure a été mise en place. Mais n'empêche qu'il y a eu des Congolais qui ont été informés de sa mise en place, se sont retrouvés dans une assemblée, je crois qu'il y avait une soixantaine de personnes, si pas plus, qui ont élu justement le comité de l'ACO. Au même moment, en parallèle, d'autres Congolais s'est regroupés, se réunissaient pour mettre en place les squelettes des statuts d'une organisation qu'on appellera plus tard la COCOT, Communauté Congolaise de Toronto. Ce qui est paradoxal dans ce processus, c'est que les mêmes individus qui étaient au niveau de l'ACO en train de mettre en œuvre l'organisation en tant que telle, se sont retrouvés également en train de constituer l'effort pour mettre en place la COCOT qui verra les jours à travers son assemblée générale au mois de février 2010. Nous nous retrouvons avec deux structures qui sont du moins incorporées, qui sont passées à travers la procédure normale pour être mises en œuvre, mais seulement ces deux structures se disent, nous nous chargeons de la concertation, de bien-être, de regroupement des Congolais de Toronto. Deux structures financées chacune par le gouvernement du Canada. Bon, Camille, j'ai été à l'Assemblée, peut-être que j'en parlerai quand on parlera de l'Assemblée de Camille, c'est-à-dire que ces deux structures sont éligibles pour recevoir les financements du gouvernement s'ils en font la demande. Mais je sais que Camille, effectivement, a bénéficié d'une somme. Je ne connais pas peut-être le chiffre par cœur, mais je sais qu'il a bénéficié d'une somme de la part du ministère de l'Immigration pour l'activité dont je ne me rappelle pas non plus le contenu en tant que tel. Mais seulement, ces deux structures étant établies ici au niveau de Toronto constituent un dédoublement dans la mesure où ces structures vont dialoguer, discuter ou éventuellement créer des partenariats avec des organisations existantes dans la région de Toronto. Ça crée une dualité qui discrédite directement les Congolais de la grande région de Toronto. Tout à fait. Alors, ces discrédits se présentent de quelle façon? Je prends un exemple typique. Dr Camille Lunga a un programme de cours de rattrapage pour les enfants congolais. Il se donne chaque samedi. Il a un partenariat avec l'école Sacré-Cœur où il donne justement, l'école Sacré-Cœur pourvoit un espace pour qu'on organise justement les écoles du devoir où les enfants congolais peuvent venir bénéficier des cours de rattrapage, ainsi de suite. La même école a un programme, a un même partenariat avec la COCOT. Alors, vous vous retrouvez être directeur de cette école, vous voyez des individus avec des structures, les deux présidents disent, tiens, non, moi c'est moi qui présente les Congolais. Et il vient avec les Congolais. L'autre aussi se présente, c'est moi qui présente les Congolais, et il y a même ces Congolais. Donc ça crée que les deux individus ne sont pas pris au sérieux. Ils peuvent avoir accès aux bâtiments, aux locaux, mais au fond, on ne les prend pas au sérieux. Alors, ce dédoublement crée une condition... Donc, mon problème, le gouvernement du Canada est conscient de l'existence de deux structures, de deux présidents. Définitivement, parce que les deux communiquent avec le gouvernement du Canada. Ils communiquent à travers leurs différents programmes. Ils communiquent parce que quand le gouvernement du Canada, par exemple, a une problématique qui touche la diaspora congolaise basée ici à Toronto, il doit s'adresser à une structure. C'est ainsi qu'à un moment, nous avons vu Dr Camille Lunga s'est présenté avec un certain nombre de députés, libéraux et autres, qui se disent prêts à soutenir la communauté congolaise. De l'autre côté, nous voyons aussi notre confrère Kabongo qui va trouver d'autres députés pour dire, tiens, nous avons la structure congolaise, ainsi de suite. Moi, par exemple, je suis très engagé, très
très engagé. C'est ça qui, d'ailleurs, parce que vous êtes très engagé, c'est ça qui m'amène à poser la question de savoir d'ailleurs comment jugez-vous les assemblées, parce que vous maîtrisez bien les deux structures, effectivement. Comment jugez-vous les assemblées générales de ces deux structures, de ces deux entités? Disons, Camille Lunga réussit son assemblée générale. Sauf qu'il y a eu un élément important qui était l'élection d'un comité devant diriger la Cour pour la période de 2 ans, conformément à leur statut. Une des raisons à cela était qu'ils ont préféré ne pas procéder à l'élection pour la simple raison qu'ils aimeraient attendre l'organisation consoeur, la Cocotte, pour se positionner aussi à cette limite, pour qu'ensemble ils puissent trouver des voies et moyens à travers une commission indépendante pour d'abord rassembler les efforts, trouver des voies et moyens pour ne mettre en place ou ne désigner qu'une structure qui deviendra à ce moment-là la structure regroupant de concertation des Congolais de Toronto. Donc ça c'est pour ce qui est de Camille. Malheureusement, l'Assemblée générale de la Cocotte, malgré la bonne volonté des administrateurs de la Cocotte, a été, il faut le dire, entachée de la violence. Parce que j'étais là, aux 2 assemblées d'abord. De manière exceptionnelle, l'organisation a tenu 2 assemblées. Ça ne se fait pas. C'est comme si vous vous présentez dans un procès devant un juge. Le juge rend son jugement, tu dis non, ce jugement ne me convient pas. Je vais revenir le lendemain pour avoir un autre procès. Peut-être j'aurai un peu plus de chance. Mais malheureusement, beaucoup de nos confrères qui sont favorables à la Cocotte sont venus peut-être dans cet esprit de partisanerie, en voulant, en tout cas, ils ont présenté ce profil de l'agresseur vis-à-vis de toute personne qui était venue pour reprocher des éléments pratiquement crédibles qui n'allaient pas au niveau de la Cocotte. Par exemple, la Cocotte a été élue avec un conseil d'administration, enfin le conseil d'administration de la Cocotte a été élu avec 13 administrateurs. Mais la majorité de ces administrateurs ont démissionné. Ça rend de facto le conseil d'administration de la Cocotte démissionnaire. Alors, les gestionnaires de la Cocotte avaient pour mandat pourtant de convoquer la communauté pour leur faire part d'abord de ces démissions et combler les postes vacants, quitte à ce que le jour de l'Assemblée générale, on puisse renouveler les conseils d'administration. Ces doléances ont été faites lors de l'Assemblée générale, mais malheureusement, l'esprit qui animait les fanatiques, je les appelle bien fanatiques, ce sont des confrères qui ont certainement la bonne volonté pour la bonne marche de la communauté, mais ils sont venus avec un esprit de fanatisme qui a résulté à avec un esprit moutonnier, vous voulez dire? Si on peut l'appeler ainsi, pour ne pas citer, n'est-ce pas, le verbe. Donc c'était plus ou moins ça. Ce qui a rendu pratiquement impossible de débattre des sujets sensibles qui étaient à l'ordre du jour de l'Assemblée des Cocottes. Donc bref, la Cocotte, le sujet qui était le sujet essentiel qui intéressait beaucoup de gens, c'était les problématiques de l'unité, de mettre fin à la dualité qu'il y a dans la communauté. Malheureusement, la Cocotte a choisi de ne pas débattre de ce point. Ce qui met la communauté congolaise de Toronto dans une position de se positionner d'elle-même. C'est-à-dire que, c'est vrai, ces organisations se disent représenter ou concerter les Congolais, mais dans le fait, avec la situation actuelle, le pouvoir devrait revenir entre les mains des Congolais. Il faut que les Congolais soient en mesure de dire non. De la même manière, ils disent non par rapport à ce qui se passe au niveau du Congo aujourd'hui. D'où, aujourd'hui, tel que nous nous trouvons, la Cocotte doit informer la communauté par rapport à leurs décisions vis-à-vis du problématique de la dualité. Sinon, elle perd d'office sa légitimité de prétendre concerter les Congolais pour la simple raison d'abord de 1. Ils n'ont pas eu le quorum de membres qui devraient constituer l'Assemblée générale. Les membres de la Cocotte. Les membres de la Cocotte. Oui. Voilà, donc il y a eu ces problématiques-là qui n'ont pas été élucidées. Il y a eu aussi le problématique de la discussion sur la dualité qui n'a pas eu lieu. Donc, si la Cocotte aujourd'hui se veut être une organisation représentative de Congolais de Toronto, elle doit absolument s'asseoir, mettre en place une commission, devant s'asseoir avec la commission qui la Cour a mise ensemble pour définir les voies et moyens de mettre fin à la dualité et aller de l'avant. Voici ce que je peux dire au sujet de la dualité. Merci bien, monsieur Aimé Kabouya. Vous êtes activiste communautaire, vous êtes surtout chevalier de la plume et donc journaliste comme moi. Ben, merci beaucoup. Je veux dire que la plaie est béante, les deux têtes là. La plaie est béante, elle a longtemps saigné. Est-ce que vous avez une thérapeutique
pour la sortie de la crise? Certainement. Moi, je voudrais vraiment... moi, ça va faire 15 ans que j'ai donné mon temps de bénévole dans la structure de la communauté congolaise, quelle que soit leur forme. C'est que je pourrais dire, la solution se trouve entre les mains des Congolais. Il y a beaucoup de Congolais qui sont à Toronto, qui, lorsqu'on les rencontre, ils se plaignent, ça ne marche pas, ce n'est pas structuré, ce n'est pas organisé, mais ils sont absents de ces assises. Quand on convoque les assemblées générales, ils ne viennent pas. Quand on organise des Ils manifestations... sont dégoûtés par le malaise Dégoûté par le malaise, certes, je suis certain que ça fait partie des causes, mais il y a aussi ce phénomène de désintéressement du bien-être de la communauté congolaise en tant que telle. La particularité à Toronto ici, c'est que nous vivons dans un pays de communautés. Si vous avez une entreprise, vous voulez que votre entreprise prospère, vous devez avoir une communauté structurée. Si vous avez une église, vous voulez rassembler le plus de Congolais, vous devez avoir une communauté structurée. Si vous avez un problématique, un confrère meurt ici, vous voulez renvoyer le corps au pays, par exemple, comme on faisait à l'époque, vous devez avoir la communauté les bienfaits et de l'organisation au niveau de la communauté. Donc la solution ici, la seule solution, c'est de demander aux Congolais qui nous regardent, spécifiquement à partir de Toronto, de se soulever et de dire non. C'est à eux de dire non. Parce que ces leaders-là, que ce soit Camille avec son équipe et Freddy avec son équipe, ce sont les Congolais qui les ont mis à cette place. Donc on les a mis à cette place pour répondre à nos aspirations, nous, en tant que diaspora congolaise. Donc s'ils ne peuvent pas répondre à ces aspirations, eh ben, la solution est très simple. Ils ne nous représentent plus. Qu'est-ce que les Congolais devraient faire à ce moment-là? C'est réunir un groupe de leaders d'opinion, convoquer une rencontre. À cette rencontre, on convoque les deux présidents. On leur demande de nous rendre le compte par rapport aux démarches qu'ils ont mis en œuvre pour mettre fin à la dualité. Est-ce possible qu'ils peuvent y arriver? Y parvenir? Avec la détermination, je crois qu'ils peuvent parvenir. Je pense une des raisons pour lesquelles la plupart de nos médias sociaux ont été mis en place, c'est justement pour remédier à ces problèmes. Parce que jusque-là, nous nous retrouvons dans une situation où chacun tire la couverture de son côté, mais là c'est la communauté qui en paye. Mais s'il existe en tout cas des conseillers dans un camp comme dans l'autre, ne peuvent-ils pas prodiguer des conseils allant dans ce sens? Par exemple, demander aux deux présidents de se considérer comme candidats à de nouvelles élections, et donc ensemble, donc disons avec ceux qui voudront être élus eux aussi comme présidents d'une seule plateforme, on va aux élections et on tranche. Mais c'est ça la finalité en soi. Mais pour parvenir à cette finalité, il faut d'abord que les deux structures parviennent à s'asseoir. C'est pour ça que je disais justement, moi personnellement, je ne suis pas nécessairement membre de la CO, je n'ai jamais signé le fiche des membres ni de la CO ni de la cocotte, je suis congolais, je suis concerné par mon bien-être ici à Toronto. Activiste communautaire. Activiste communautaire, effectivement. Oui. Donc je pense que les deux structures, Camille, il faut le dire, ACO a mis en place une commission composée de deux pasteurs. Pasteur Timothée ainsi que pasteur Claude, qui sont des pasteurs qui tiennent des églises, qui regroupent les Congolais dans cette ville. Donc on attendait à ce que la cocotte fasse de même. La cocotte s'est dit non, bah, écoutez, nous le jour de notre assemblée générale, il y a eu beaucoup de Congolais, de facto nous sommes plus légitimes que la CO, nous n'avons pas besoin de débattre de ce problème de la dualité. Non, telle n'est pas la situation, puisque le jour de l'assemblée générale, on n'a même pas eu le 1/10 des gens qui ont participé à l'assemblée de la fondation. Donc ça démontre à suffisance le degré à laquelle le Congolais considère leur approche par rapport aux problématiques de la dualité. Donc, solution, moi je pense, serait que fondre les organisations, c'est un choix, c'est une structure légalement incorporée, ça peut être fondu ou annulé si les membres de l'organisation le suggèrent, mais pour la représentativité officielle, j'aimerais bien insister là-dessus. C'est-à-dire, les Congolais peuvent avoir... La représentativité officielle auprès du gouvernement. Auprès du gouvernement et auprès de tierces. Oui. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème qui touche le Congo, il faut que les Congolais aient leur responsable officiel désigné qui peuvent se mettre au devant de la scène pour parler aussi bien des problématiques des Congolais au Congo et des problématiques des Congolais ici au niveau du Canada. Donc si notre ambassade était légitimement représentée, si notre ambassade bénéficiait du support des Congolais, l'ambassade jouerait ce rôle-là. Mais nous en savons tous quelque chose, ce n'est pas le cas. Donc quelque part, moi je dis, si Cocotte et la Côte sont incapables de se mettre ensemble pour mettre fin à cette dualité, à ce moment-là, il faudrait regrouper de manière concertée avec nos pasteurs, puisqu'ils ont beaucoup de Congolais dans leurs assemblées, trouver des leaders d'opinion, on organise une rencontre,
On sort là des hommes respectueux comme vous, par exemple, papa. Vous êtes un homme très expérimenté. Vous avez l'expérience de la vie professionnelle, ainsi de suite. Certainement, lorsqu'il s'agira de défendre les intérêts supérieurs de la communauté auprès des tiers, dont le gouvernement, vous serez bien situé pour en parler en connaissance des causes. Donc, pour ne pas s'auto-proclamer comme tel, moi j'inviterai les Congolais de Toronto, si ACO et Cocotte n'arrivent pas à se mettre ensemble, les Congolais sont libres de se regrouper, mettre en place une structure pour la représentativité officielle, c'est-à-dire faire du plaidoyer auprès du gouvernement pour le bien-être, faire le lobbying pour toutes les organisations des Congolais œuvrant dans la ville de Toronto et ailleurs. Donc moi je pense que c'est la solution pratique, c'est la solution idéale qui devrait être imposée de toute façon, quand bien même il y aurait cette rencontre entre la Cocotte et la Toronto. Voilà, merci monsieur Aimé Kabouya, on tend vers la fin. Je voudrais que l'opinion sache qu'il est plus que temps pour en finir avec la guerre qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo, qu'il est plus que temps également pour que on serve d'exemple. Donc vous voyez le combat que mènent les combattants et les résistants de la diaspora. C'est pour la libération du Congo et éviter la balkanisation. Et changement de mentalité aussi. Mais si ici on adopte le mode de vie de ceux qui sont au Congo, deux têtes que l'on condamne, et ici nous qui sommes en train de combattre pour obtenir la libération du pays. Dans quelle mesure allons-nous y arriver ou y parvenir? S'il vous était demandé de conclure notre entretien, que diriez-vous, monsieur Aimé Kabouya, activiste communautaire et chevalier de la plume? Certainement, merci pour toutes ces qualifications qui me fait plaisir, merci beaucoup. Moi je pense, moi, Aimé Kabouya aujourd'hui, je suis très satisfait de la détermination des Congolais. Aujourd'hui, plus que jamais, les Congolais ont décidé de prendre leur destin entre leurs mains. Donc, ils ne veulent plus qu'un individu, quel que soit son nom, quelles que soient ses origines, ses backgrounds, se présente au devant d'eux, enfin, sur le plan public, pour prétendre représenter les Congolais s'il n'a pas reçu au préalable ce mandat. Donc, moi, je voudrais par exemple féliciter les Congolais, nos compatriotes en Afrique du Sud par exemple. Je rends hommage d'ailleurs à nos confrères qui ont été arrêtés illégalement par le gouvernement sud-africain suite au complot conçu de toutes pièces par PPRD à partir de Kinshasa. Nos frères sont aux arrêts, je compatis avec eux. Je voudrais compatir également avec nos combattants en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail de titan. Moi, dans les milieux politiques et dans les milieux d'affaires où je me trouve, on m'en parle régulièrement, on le félicite, sauf que il semble revenir sur l'élément, mais nous ne parvenons pas à cerner qu'est-ce que vous voulez de nous. Donc, ils attendent de nous s'organiser. Alors, pour revenir à l'association des Congolais à Toronto, moi j'aimerais parler surtout à l'élite intellectuelle congolaise qui se trouve ici dans la région de Toronto. Nous avons suffisamment de personnes qualifiées, nous avons des personnes compétentes, nous avons des personnes capables de gérer cette communauté. Vous savez, moi j'ai été interpellé une fois, ma fille est revenue de l'école pour me demander, mais papa, je suis issu de quel pays? C'est quoi mon pays? Votre fille qui étudie? Ma fille qui étudie ici, qui est canadienne, née et grandie ici. Ça m'a beaucoup interpellé et ça m'a enseigné effectivement. Elle a quel âge? Elle a 10 ans. Okay. Elle a 10 ans, donc ça m'a enseigné que elle aussi maintenant a besoin que sa communauté soit structurée. Elle n'a sûrement pas besoin de répondre à son instructeur que j'ai une communauté qui a 2 présidents qui sont contestés par la communauté. Parce que c'est l'union qui fait la force. C'est l'union effectivement qui fait la force. Donc moi je fais vraiment appel à tous les Congolais, surtout nos frères qui ont eu la chance de fréquenter les institutions académiques, qui ont eu des compétences appropriées pour que nous puissions gérer notre communauté. Donc c'est à eux que je m'adresse. Mais pour ce qui me concerne personnellement, moi j'aimerais encourager les Congolais à donner la chance aux femmes. Souvent nous le disons, nous pensons que non, le Canada est un pays qui a démontré d'ailleurs la capacité de femmes de gérer des grands dossiers. D'ailleurs ici en Ontario, nous avons eu la chance d'avoir une dame comme Premier ministre. Au Québec, la province où il y a beaucoup de Congolais également, c'est une femme qui est en train de diriger. Donc moi j'ai vu nos sœurs ici à Toronto, sont très capables, elles sont très compétentes, elles sont déterminées, elles ont juste besoin de voir les hommes. Donc il n'y a aucune femme dans chacune des structures évoquées? En tout cas, jusqu'à date, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. Elles sont sous-représentées en tout cas. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous vous trouvez dans votre environnement, dans votre milieu environnemental. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette émission, Les coulisses de pouvoir, que présente régulièrement votre serviteur Charles Kajimou Mpumpu. Et aujourd'hui, nous avons pu décortiquer un sujet noble intitulé le bulletin de santé de la diaspora, ou le bulletin de santé de la diaspora en général, le bulletin de santé de la communauté congolaise de Toronto en particulier. L'invité spécial, notre invité du jour, n'est autre que M. Aimé Kabouya, qui se trouve être activiste communautaire et chevalier de la plume, et à qui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation, M. Kabouya. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Encore une fois, merci.